Une rare jacinthe bleue est apparue pendant la nuit. Au matin, quelqu'un avait disparu. Bienvenue sur Vérités Obscures, je suis votre hôte Louis. Laissez un commentaire, d'où venez-vous dans le monde? Vos messages donnent encore plus de sens à chaque mystère. Kamankins. Saint-Marie-Mead était à son apogée à la fin du printemps, lorsque les haies étaient en fleurs et que l'air embaumaient un léger parfum de lilas et d'herbes coupées. Le jardin du presbytère, propre mais sans prétention, avait été décoré pour le thé caritatif annuel de Sainte-Foy, si peu important que sa perturbation en était d'autant plus surprenante. Miss Marple était arrivée à 4 heures précises, vêtue de gris tourterelle, avec un chapeau de paille et des gants ayant appartenu à sa mère. Elle n'appréciait pas particulièrement ces rassemblements, mais elle avait toujours pensé que participer à la vie du village était autant un devoir qu'un plaisir. D'ailleurs, elle les trouvait fascinants. Des jacinthes, Jane, dit Madame Bontry en lui tendant une tasse de thé déjà tiède. En mai, s'il vous plaît. Plutôt contre nature, mais Lady Clara insiste sur le fait que c'est une démonstration de raffinement. De fait, la pièce maîtresse du jardin était un grand pot en porcelaine bleue et blanc débordant de jacinthe bleue, inhabituel pour la saison, comme le remarqua discrètement Miss Marple. Lady Clara Witherspoon, veuve d'un gouverneur colonial et au visage aussi pincé que ses opinions, se tenait à proximité, observant fièrement le spectacle. « Je les ai forcés », annonça-t-elle à un groupe de dames de paroisse peu intéressées. C'est très à la mode dans les beaux quartiers du Surrey. L'ambiance était exactement celle qu'on attendait. Sandwich au concombre, tombola sans éclat, et ce courant sous-jacent de jugement voilé si courant dans les cercles mondains anglais. Et puis vint le cri. Ce n'était pas le cri du mélodrame, mais quelque chose de plus aigu, brut et humain. Les têtes se tournèrent. Le thé gicla. Madame Bontry laissa tomber son assiette de batambert. Du fond du jardin, derrière la haie d'Yves taillée, arriva Beryl, la jeune femme de chambre de Clara Witherspoon. Pâle et tremblante, elle agrippait son tablier comme si seule lui pouvait la protéger de ce qu'elle venait de voir. « C'est Monsieur Dana », altestait-elle, les yeux écarquillés et aveuglés. « Il est mort. » L'effet est immédiat et étrangement silencieux. Il y eut une paralysie momentanée dans l'assemblée, une paralysie que Miss Marple avait déjà observée à maintes reprises. Un silence horrifié régnait avant les premiers murmures. Le docteur Malcolm Dana, chimiste à la retraite et un peu trop friand de son Kérès, vivait depuis 1 an dans la guérite du domaine de Lady Clara. Il n'était pas populaire, même s'il était, à sa manière, un homme vers qui l'on se tournait pour obtenir des conseils sur la taille des rosiers ou les antilimaces. On l'avait un jour trouvé endormi sur le banc du fond de l'église, ronflant doucement pendant les vêpres. Et maintenant, selon Beryl, il est presque mort. Je pense, dit doucement Miss Marple, tandis que plusieurs matrones faisaient signe de se signer, que quelqu'un devrait appeler la police. Lady Clara se tenait plantée près de ses précieuses jacinthes, les lèvres pincées, le teint blême. Miss Marple remarqua avec un étrange malaise que le pot avait été dérangé. Une des jacinthes gisait, brisée sur l'herbe, ses pétales bleus écrasés comme un secret meurtri. Et cela, pensa-t-elle, était décidément étrange. Il était tout naturel que, le lendemain matin, la nouvelle se soit répandue dans tous les recoins de Saint-Marie-Mead, murmurée derrière des rideaux de dentelle et discutée autour de tartines beurrées avec un plaisir totalement disproportionné par rapport à la tragédie elle-même. Un meurtre, ou ce que l'on prenait généralement pour un meurtre, malgré l'absence de déclaration officielle, était un événement rare, et dans un village aussi paisible et guindé que Saint-Marie-Mead, il éveillait les sens comme un coup de tonnerre surprendrait un chat endormi près de l'âtre. Chez le marchand de légumes de High Street, Madame Tilling racontait déjà l'incident en détail à un client venu simplement chercher une laitue. Mort dans le pavillon, il était affalé comme un sac de vieilles pommes de terre, dit Beryl. La fille est encore en pleine crise de nerfs, la pauvre. Le médecin dit avoir vu du sang sur son col. Du sang. Imaginez. La client. Madame Martindale. How Celeste Sourcels. Eh bien, il était toujours un peu bizarre, non?
Il parlait plus à ses roses qu'aux gens. Pourtant, j'ose dire que personne ne mérite d'être assassiné. À moins qu'il ne s'agisse de cette affaire londonienne, personne n'a précisé ce qu'elle avait pu être, mais le sous-entendu était clair, quelque chose du passé, quelque chose de sombre, peut-être même de scandaleux. Et s'il y avait une chose que les villageois de Saint-Marie-Mide appréciaient plus que les ragots frais, c'étaient les vieux ragots fraîchement peaufinés et remis au jour. Miss Marple, quant à elle, était assise dans son salon avec une tasse de thé et ses aiguilles à tricoter cliquaient sans cesse. Dehors, le village évoluait à son rythme habituel, le lait livré, les enfants en uniforme se traînant à l'école, le facteur lançant un bonjour poli à la femme du vicaire. Pourtant, un malaise sous-jacent flottait sous tout cela, subtil mais indéniable. Elle avait déjà reçu 2 visites ce matin-là. La première, de son neveu Raymond, de passage en ville et bien trop impatient de rentrer à Londres, avait estimé que tout cela n'était probablement qu'un accident. Les vieux ont des crises cardiaques, tante Jane, avait-il dit avec un geste dédaigné. C'est forcément une cause naturelle. Peut-être, avait répondu Miss Marple sans lever les yeux de son tricot. Et pourtant, je me demande pourquoi un homme sans problème cardiaque saignerait du col. La deuxième visite était plus instructive. Madame Bantry arriva juste avant 11 heures, troublée et essoufflée par ce qu'elle qualifiait de mission d'enquête dans le domaine du manoir. Elle n'avait pas, prétendait-elle, pénétré sans autorisation, mais s'était simplement approchée suffisamment près pour entendre que la police avait confirmé qu'il ne s'agissait finalement pas de cause naturelle. Une perforation au cou, murmura-t-elle, avec l'air de quelqu'un qui transmet des secrets de guerre. Objet tranchant, petite lame, je suppose. L'inspecteur a dit que ça pouvait être un stylet, et dire que j'étais à 2 doigts d'être assise à côté de lui. Miss Marple offrit à son amie une part de gâteau au madère et l'écouta, silencieuse comme toujours. Une scène épouvantable se produisit, poursuivit Madame Bantry. Lady Clara s'évanouit ou fait semblant, on ne sait jamais avec elle, et l'inspecteur dut l'escorte à l'intérieur. Et cette pauvre servante, Beryl, ne peut prononcer 2 mots sans fondre en larmes. Oui, murmura Miss Marple en remplissant la théière. Elle était très affligée. Mais d'un autre côté, il faut se demander pourquoi elle était derrière la Diff. Au juste, ce chemin ne mène qu'à la cabane du jardinier. Madame Bantry cligna des yeux, surprise. Eh bien, je suppose qu'elle allait chercher quelque chose. Peut-être, acquiesça Miss Marple, mais un pli pensif se creusa entre ses sourcils. Ou peut-être cherchait-elle quelqu'un. Dehors, le soleil avait surgi d'un banc de nuages, projetant des ombres nettes sur les rangées soignées de lavande qui bordaient l'allée du jardin. Les yeux de Miss Marple s'attardèrent un instant, puis se replongèrent dans son tricot. Dans tout le village, l'enquête policière avait pris un ton vif et officiel. L'inspecteur Craddock, récemment transféré du Middleshire, avait pris les choses en main. Grand homme à la bouche sévère et à la voix qui s'élevait rarement au-dessus d'un grognement, Craddock n'était pas un inconnu en matière de criminalité, même s'il avouait, en privé, que Saint-Marie-Mide n'était pas l'endroit où il s'attendait à un éventuel homicide. « Nous parlerons à tout le monde », dit-il au sergent Haynes en feuilletant ses notes, tandis qu'il se tenait près du pavillon d'été. Des dames sirotant du thé aux garçons d'écurie. Quelqu'un avait vu quelque chose. Comme toujours. Le corps du docteur Denain avait déjà été emporté, mais l'endroit conservait une certaine froideur. Le pavillon d'été, une charmante structure octogonale nichée sous une treille recouverte de lierre, avait l'air presque ridicule comme scène de crime, rideau de dentelle, tapis tissé et une tasse de sirop de sureau renversée encore collante au sol. Ce qui dérangeait le plus Craddock, cependant, était l'absence de mobile immédiat. Denain n'était pas apprécié, comme le montraient clairement les déclarations recueillies. Mais il n'était pas non plus détesté, point assez la surface, au moins inspiré la violence. Lady Clara, interrogée, avait affirmé avoir vu Denain pour la dernière fois au petit déjeuner. Il prenait souvent ses repas seul, dit-elle froidement. Je n'ai pas remis cela en question. C'était un hôte payant, pas un simple compagnon. Et semble-t-il angoissé? Malade? Malade,
certainement. Il était toujours pâle. Il buvait trop, fumait constamment. Mais angoissé? Pas plus que d'habitude. Ce n'était pas un homme enclin à la joie. La réponse n'était pas judicieuse, mais Cradock avait appris la patience. Les motivations étaient rarement exprimées avec force. C'était l'ombre qui racontait l'histoire. Dans l'après-midi, la nouvelle était parvenue au presbytère, à la poste et même au colonel Pembroke à la retraite, qui insista pour inspecter les lieux lui-même. « Affaire épouvantable », marmonna-t-il en scrutant le pavillon d'été avec un monocle. « On n'avait jamais eu de meurtre de mon temps. Des Allemands? Oui. Mais des meurtres? Non, non. Complètement en décalage avec les valeurs anglaises. » Miss Marple, arrivée plus tard dans la journée avec un panier de scones pour le personnel de maison en deuil, ne fait aucun commentaire. Elle jeta simplement un coup d'œil au jardin, remarqua la position du pot contenant les jacinthes maintenant piétinées et s'arrêta à l'endroit où Beryl s'était tenu lorsqu'elle avait crié. Il y avait des empreintes de pas, à moitié effacées dans la terre humide. Plusieurs séries, superposées. « Pauvre Denain », dit-elle à voix haute, comme s'il ne s'adressait à personne en particulier. Quel homme difficile avec les plantes. Et pourtant, il disait toujours qu'il ne fallait jamais forcer les jacinthes bleues. Mauvais pour les bulbes, me dit-il un jour. Le sergent Haynes, qui se trouvait à proximité, lui lança un regard en coin. Vous le connaissiez bien, Miss Marple? Oh non, pas bien, répondit-elle. Juste assez pour savoir qu'il disait rarement des choses qu'il ne pensait pas. J'ai toujours trouvé cela plutôt admirable. Pas vous? Haynes cligna des yeux. Oui, je suppose. Miss Marple sourit, comme satisfaite, et poursuivit son chemin. De retour dans le confort de son salon, elle reprit son tricot. Le motif était simple, juste une torsade répétitive, mais elle comptait chaque maille avec précision. À 5 heures, elle marque une pause et pose les aiguilles sur ses genoux. Jacinthe bleue en mai, murmura-t-elle de nouveau. Et un homme poignardé silencieusement dans une maison d'été, pleine d'invités, sans que personne ne voie quoi que ce soit. Curieuse. Son regard, toujours aussi perçant, se porta vers la fenêtre, où la lumière déclinante reflétait les pétales d'un unique pot de prime-vert. Quelque part dans le silence, un motif commençait déjà à se dessiner. Le lendemain de la mort du docteur Denain, l'aube s'était levée, vive et inhabituellement lumineuse, comme si le soleil s'obstinait à balayer le voile qui s'était installé sur Saint-Marimide. Mais il faudrait plus qu'un ciel clair et un chant d'oiseaux joyeux pour faire taire les murmures désormais fermement ancrés dans chaque salon, boutique et banc d'église. L'inspecteur Cradock rentra tôt au domaine Witherspoon, son manteau flottant au vent et un sillon d'irritation se dessine déjà sur ses sourcils. Il détestait les récits de meurtres vagues, sans objet contondant, les maris en colère ou les lettres d'aveu rédigées à la va-vite. Et celle-ci, jusqu'ici, s'annonçait comme l'une des plus vagues. Il fut accueilli à la grille par Beryl, la femme de chambre qui avait découvert le corps. Son teint pâle avait pris une teinte grisâtre depuis la veille. Bien que ses mains soient maintenant fermées, son regard restait fragile, comme si le monde avait légèrement basculé et qu'elle n'était pas sûre de pouvoir le redresser. « Vous vous sentez mieux aujourd'hui » demanda Cradock doucement. Elle hocha la tête, évitant son regard. « Oui, monsieur. Un peu mieux. Madame Morton, notre gouvernante, m'a fait prendre une tisane de valériane. J'ai à peine dormi. Et comprends. J'aimerais juste poser quelques questions supplémentaires, si vous me le permettez. Rien de trop pénible. » Ils étaient assis dans le petit salon, un espace calme avec des meubles en acajou poli et une profusion de coussins brodés. Le carnet de Cradock apparut, et Beryl serra un mouchoir contre elle, le tordant distraitement sur ses genoux. « Vous avez dit hier avoir trouvé le docteur Denain dans le pavillon d'été. Qu'est-ce qui vous a conduit là ?» Elle hésita. « J'ai cru voir quelque chose. De la fenêtre de la cuisine. Un éclair bleu, je suppose. Les jacinthes de Lady Clara, ai-je supposé. Mais quelque chose semblait anormal. Le pot semblait être tombé ou avoir été heurté. Alors je suis allé voir. Et c'est là que vous l'avez trouvé. » Elle hocha lentement la tête.
Il était affalé sur le banc, la tête renversée en arrière. Ses yeux étaient ouverts. J'ai cru qu'il s'était évanoui. J'ai appelé, mais il n'a pas bougé. Et le sang? Il y en avait un peu sur son col. Et une tache sur le siège, sous son épaule. Vous ne l'avez pas touché? Non, monsieur. Je suis retourné aussitôt au jardin. Craddock a tout noté, s'arrêtant de temps en temps pour l'observer. Elle disait la vérité, ou du moins, elle le croyait. Mais son récit était un peu trop répété, comme si elle l'avait répété à maintes reprises, corrigeant sa formulation. Il la congédia d'un mot gentil et se leva pour trouver Lady Clara. Il la découvrit dans son bureau, entourée de lettres et d'un plateau rempli de toasts intacts. Elle avait l'air plus soignée que la veille, le poudré impeccable et la coiffure raidie par le défi. Je dois dire, commença-t-elle avant que Craddock ne puisse parler, que je trouve toute cette affaire très désagréable. J'ai déjà dû reporter mon déjeuner de bridge, et les journaux me harcèlent avant la fin de la semaine. Craddock ne soupira pas, mais c'était presque fini. Je comprends, Lady Clara. J'ai simplement quelques questions complémentaires. Franchement, je connaissais à peine cet homme. Il est venu sur la recommandation d'une connaissance de Tunbridge Wells, le docteur Fairfax. Je voulais un locataire discret pour la guérite et il était prêt à payer d'avance. Nous échangions à peine quelques plaisanteries. Pourtant, je me demande si vous l'aviez déjà remarqué recevoir des visiteurs. Des lettres, des colis, ce genre de choses. Elle marque une pause. Je ne saurais le dire. Il était réservé. Je lui laissais de l'espace. Je sais qu'il se faisait livrer des livres, des manuels médicaux, je crois, et du matériel de jardinage. Rien de suspect. Craddock l'avait noté. Et assistait souvent à des réceptions. Il assistait à quelques-uns de mes thés. Il partait toujours tôt. Il prétendait que ses nerfs ne supportaient pas la foule. J'ai pensé que c'était une excuse pour partir vite et boire encore du cognac. Et son tempérament? Le trouvez-vous facile à emporter? Lady Clara hésita, les lèvres pincées. C'était étrange. Toujours à l'affût, toujours à l'écoute. Il m'a dit un jour que les gens se révèlent en silence. J'ai trouvé cela déconcertant. Mais violent? Non, je ne pense pas. S'est-il jamais disputé avec d'autres invités? Ou peut-être avec un domestique? Sans expression Chanhair. Maintenant que vous le dites, il a bel et bien eu une vive conversation avec M. Entwistle le mois dernier. Monsieur Entwistle? Mon cousin. Il était en visite à Dorset. Avocat de profession et assez opiniâtre. Ils se disputèrent à propos, je crois, d'une question de propriété foncière. Le docteur Denain semblait étrangement intéressé par les limites de la paroisse. Craddock haussa un sourcil mais ne fit aucun commentaire. Merci. Cela pourrait être utile. En retournant au pavillon d'été, Craddock trouva mademoiselle Marple déjà là. Elle était agenouillée prudemment au pied du treillis, une petite loupe à la main. « J'espère ne pas vous gêner, inspecteur, dit-elle sans lever les yeux. Craddock lui adressa un sourire ironique. « Pas du tout, mais je soupçonne que vous en savez déjà plus que moi. » Oh, je n'oserais pas intervenir. Mais j'ai remarqué quelque chose d'assez curieux à l'instant. Il attendit. « Il y a 3 empreintes distinctes ici, dit-elle en désignant le sol. 2 appartiennent à jardinier, elles portent de lourdes bottes en caoutchouc. Mais celle-ci, voyez-vous, beaucoup plus légère. Des chaussures de femme, à talons fins. Celle de Lady Clara, Miss Marple secoua la tête. Elle porte des talons orthopédiques ces jours-ci. Et Beryl portait des pantoufles plates quand je l'ai vue hier. Craddock fronça les sourcils. Alors une autre femme était là, on dirait bien. Et pas seulement de passage. Cette empreinte est plus profonde que les autres. Elle resta là un moment. À observer, peut-être. Miss Marple se redressa lentement, époussetant ses gants. C'est souvent dans ces petites choses, inspecteur. Les gens laissent derrière eux plus qu'ils ne le pensent. Il la regarda pensivement. Vous avez un sens remarquable du détail. Oh, pas du tout. Juste une vie passée à observer les gens. Ils ont tendance à se répéter, vous savez. Dans leur manière, dans leur motivation. La nature humaine ne change pas beaucoup. C'est notre grand avantage.
Craddock griffonna dans son carnet, mais s'arrêta lorsqu'une voix appela du bâtiment principal. C'était le sergent Haynes. « Inspecteur, Miss Hargreaves est là. Elle dit qu'elle connaissait le défunt. » Très insistant. La faisant entrer, Craddock rappela, jetant un coup d'œil à Miss Marple, qui avait déjà commencé à regagner la pelouse principale. Miss Hargreaves arriva quelques instants plus tard, une femme remarquable d'une quarantaine d'années, aux yeux sombres et au ton de voix qui suggérait qu'elle avait l'habitude de commander une pièce. Elle portait une robe bleu marine ajustée et un voile qui, bien que très à la mode, ne dissimulait pas son agitation. « J'ai vu le reportage dans l'Evening Chronicle », dit-elle sans préambule, « et je suis venue tout de suite. Je dois parler à quelqu'un. » Malcolm, le docteur Denain, m'était autrefois très cher. « Avez-vous été en contact récemment ?» demanda Craddock. Elle hésita. « Pas récemment. Nous nous sommes séparés il y a quelques années. Mais il m'a écrit le mois dernier. Il m'a dit qu'il avait fait une découverte. Quelque chose d'important. Et qu'il était peut-être en danger. » Craddock se pencha en avant. A-t-il dit quel genre de découverte? Non. Seulement que cela avait à voir avec ses travaux antérieurs. Il était chimiste, vous savez, mais ces dernières années, il s'était tourné vers l'histoire locale, un peu en rapport avec les registres fonciers, je crois, et avait nommé quelqu'un qu'il craignait. Non, dit-elle doucement. Seulement que s'il lui arrivait quelque chose, je devrais regarder vers le bleu. Craddock plissa les yeux. Bleu? Elle hocha la tête. C'est tout ce qu'il dit. Je supposais que c'était une métaphore. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Miss Marple, de nouveau assise avec son tricot, jeta un bref coup d'œil au jacinthe bleu juste devant la fenêtre et reprit son travail, ses doigts s'agitant plus lentement. Elle savait par expérience que les fleurs, comme les gens, cachent parfois des racines vénéneuses sous les plus beaux extérieurs. À la fin de la semaine, l'air de Saint-Mary-Mead s'était épaissi, non pas à cause du temps, mais à cause des spéculations. La suspicion, dans un village comme le leur, était aussi contagieuse que la grippe. Et quand le meurtre était le déclencheur, il suffisait d'un murmure pour transformer l'excentricité d'un voisin en preuve accablante. L'enquête officielle n'avait pas encore été programmée, mais celle de l'inspecteur Craddock était bien avancée. Il avait parlé à plus d'une douzaine de personnes, chacune avec sa version des faits et un point de vue plus personnel que factuel. Les journaux du matin, avides d'émotion, s'étaient emparés de l'affaire avec un titre bref: un chimiste discret retrouvé mort dans un meurtre au jardin. Pour les villageois, cela signifiait une chose: ils étaient désormais impliqués dans quelque chose de bien plus grandiose et plus sombre que leurs affaires habituelles. Le premier véritable point de mire survint, comme souvent, avec la découverte d'un mobile qui semblait d'une simplicité satisfaisante. « Sifflez !» murmura Madame Bontry en prenant le thé dans le salon de Mademoiselle Marple. Il était là le mois dernier, et lui et Denain ont failli en venir aux mains. Il disait que Denain fouillait dans les actes de propriété. Quelque chose à propos de terres communales et de limites contestées. Oui, dit Miss Marple en se versant une seconde tasse, c'est bien ce que Lady Clara avait mentionné. Et il semble que M. Entwistle se soit montré plutôt évasif depuis. En effet, lorsque l'inspecteur Craddock avait envoyé un agent dans le Dorset pour retrouver M. Gerald Entwistle, celui-ci n'était ni à son bureau, ni chez lui. D'après sa gouvernante, il était parti à Londres pour affaires, bien qu'elle ne pût préciser où. Il n'avait pas non plus de nouvelles de son retour. Craddock trouvait cela suspect. Miss Marple, c'était opportun, et cela la mettait mal à l'aise. C'est durant cette accalmie de piste claire que Craddock fit sa prochaine visite à la Guérite, le modeste cottage en pierre où avait vécu le docteur Denain. Ses affaires n'avaient pas encore été triées, les pièces étaient restées telles qu'il les avait laissées. Une légère odeur de tabac moisi flottait au rideau, et le bureau était rempli de piles de papier, de dossiers et de cartes routières. Debout près du bureau encombré, Craddock feuilletait un carnet de calculs griffonné et de références aux délimitations des terres paroissiales. Une carte défraîchie de Saint-Mary-Mead et des propriétés environnantes était ouverte, parsemée de minuscules annotations à l'encre bleue.
Il traça du doigt un sentier balisé, intitulé Sentier contesté 1893. Haynes, entrant avec un plateau de thé, attira son attention. Un peu excessif pour un chimiste à la retraite. Non, Craddock hocha la tête. À moins qu'il ne soit pas tout à fait à la retraite, ou qu'il ait d'autres centres d'intérêt. Il remarqua quelque chose d'étrange derrière un épais volume sur le droit successoral se trouvait un journal étroit, dont le dos en cuir était craquelé. À l'intérieur se trouvaient des croquis, des formules chimiques, sous une page, une vieille photographie d'un laboratoire. Odos, Ungribblage November 1947, Silverthorne and Webb. Silverthorne and Webb, Luck Craddock of Voixhout. Je n'en avais jamais entendu parler. On dirait un cabinet privé, répondit Haynes. C'est possible. Ou quelque chose de plus officiel, caché sous un nom privé. Allons vérifier. Mais pendant que Craddock enquêtait sur le passé professionnel de Denain, le village lui-même avait déjà repéré une autre suspecte, plus accessible Beryl. C'était un tournant cruel, mais pas imprévisible. Elle était jeune, elle avait peur, et surtout, c'était elle qui avait découvert le corps. Certains murmuraient qu'elle avait eu une liaison avec le docteur Denain et qu'il y avait eu des agissements à la guérite après les heures de bureau. D'autres affirment qu'elle le voulait et qu'il l'avait attrapé. D'autres encore, plus imaginatifs, suggéraient qu'il ne s'agissait pas de Beryl, mais d'une fugitive se cachant à la vue de tous, utilisant le domaine de Lady Clara comme refuge. Madame Tilling s'était montrée particulièrement loquace à la boulangerie. Elle était toujours si silencieuse, dit-elle, regardant par-dessus son pain à la cannelle. Ce n'est jamais bon signe. Les personnes silencieuses sont celles qu'on surveille. Miss Marple, qui avait entendu par hasard tandis qu'elle choisissait une demi-miche de pain complet, se contenta de sourire et de remercier le boulanger. Mais ses pensées étaient plus vives que son expression. Plus tard dans la journée, Miss Marple rend visite au Witherspoon sous prétexte de livrer du sirop de lavande. Elle trouva Beryl dans l'arrière-cuisine, pâle et plus maigre que d'habitude, polissant du cuivre avec un chiffon qui tremblait dans sa main. « Ne vous laissez pas berner par le désespoir, ma chère, dit doucement Miss Marple. Les langues de village se délient plus par habitude que par vérité. » Beryl leva les yeux, surprise. « Il pense que je l'ai tué. » »« Oui, dit Miss Marple, simplement. Mais cela ne rend pas la chose vraie. » Il y eut un long silence, rompu seulement par le faible tic-tac de l'horloge de la cuisine et le croassement lointain des corbeaux près du verger. « Je ne le connaissais pas bien, » finit par dire Beryl. « Mais il était gentil avec moi. Tranquille. Il m'a donné un livre sur les plantes médicinales. Il disait que cela pourrait soulager les rhumatismes de ma mère. C'était attentionné de sa part. Je crois qu'il se sentait seul. Il parlait parfois de son passé. De la façon dont les gens se souviennent mal. Il disait que la mémoire ment, même à elle-même. Miss Marple croisa las mains. Avait-il déjà mentionné quelqu'un en particulier de son passé? Beryl hocha la tête, hésitante. Il y avait quelqu'un, un homme, je crois. Il disait qu'ils avaient fait un travail dont personne ne voulait parler. Quelque chose pendant la guerre. Miss Marple inclina légèrement la tête. « Et vous n'en avez pas parlé à l'inspecteur ?» Beryl détourna le regard. « Je ne pensais pas que ce soit important. »« Tout est important, » murmura Miss Marple. « Surtout ce qui semble sans importance. » La théorie de Craddock, à ce stade, commençait à prendre forme autour de trois personnages principaux en twist, Beryl, et maintenant Miss Hargreaves, la mystérieuse visiteuse qui avait prétendu être liée à Denain et était arrivée en retard. Sa présence était troublante. Elle avait du charme, mais aussi une intensité qui troublait. Il la fit venir pour un interrogatoire formel. « Mademoiselle Hargreaves, dit-il, non sans gentillesse, vous avez mentionné une lettre. Puis-je la voir ?» Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une fine enveloppe, légèrement froissée sur les bords. L'écriture était dense et anguleuse. Craddock la lut attentivement. C'était vague mais anxieux. Denain y écrivait des menaces, des découvertes qu'il valait mieux laisser enfouies, et un avertissement s'il m'arrive quelque chose, souviens-toi du bleu. Tout est lié.
Craddock la lui rend. Savez-vous ce qu'il entendait par le bleu? Elle détourna le regard. Non, je vous l'ai dit, je supposais que c'était une métaphore. Ou de la poésie. Malcolm était comme ça parfois. Et pourtant, vous êtes venu quand même. Il comptait pour moi. Et vous soupçonnez quelqu'un? Elle hésita, puis dit qu'il avait un jour mentionné un homme appelé Harold Smith. Il a dit qu'il avait le genre de mémoire qui peut ruiner des vies. Je ne sais pas qui il était, mais la façon dont Malcolm en parlait n'était pas tendre. Craddock nota le nom. Un autre fantôme du passé. Une autre porte à peine entr'ouverte. Ce soir-là, l'ambiance à Saint-Mary-Mead avait changé. La suspicion planait comme un brouillard, et même les conversations les plus polies tremblaient de sous-entendus. Miss Marple était assise près de son feu, une tasse de thé à la main, son tricot intact sur les genoux. Son regard se porta vers la fenêtre, où le jardin brillait d'argent au clair de lune. « Il n'y a pas de meurtre simple, dit-elle doucement, comme dans une pièce vide. Que des explications simples. Et celles-ci, j'ai constaté, sont généralement mauvaises. Dehors, les jacinthes bleues s'affaissent légèrement sous l'air frais de la nuit. Dans leur floraison forcée, elles murmuraient quelque chose d'anormal. Quelque chose de décalé par rapport à la saison. Quelque chose qui attendait d'être compris. Un dimanche matin à Saint-Mary-Mead était, en apparence, comme tous les autres. Les cloches de l'église sonnaient, les oiseaux voletaient entre les haies, et la faible odeur de pâtisserie de la cuisine du presbytère flottait dans la brise. Mais sous la surface, le village vibrait avec la chorégraphie incertaine d'une communauté en difficulté. À l'intérieur de l'église Sainte-Foy, l'assemblée était plus raide que d'habitude. Des murmures s'échangent derrière des mains gantées, et les regards se portent vers le banc de Lady Clara Witherspoon, où elle était assise comme un monument, immaculé, inflexible, totalement indifférente à leurs spéculations. Miss Marple, modestement assise 2 rangs derrière les fonds baptismaux, écoutait non seulement l'homélie du vicaire sur la rédemption, mais aussi les légers soupirs, le bruissement des recueils de cantiques et l'évitement prudent de certains sujets dans les prières pour les défunts. Le nom du docteur Malcolm Denin n'était mentionné nulle part dans la lecture du jour, et cette omission lui parut plus révélatrice que n'importe quel sermon. Après l'office, tandis que les paroissiens se dirigeaient vers le cimetière ensoleillé, les civilités habituelles furent échangées, mais à voix basse. Terrible pour le pauvre docteur Denin, n'est-ce pas? Terrible, en effet. Et Lady Clara affichait un visage si courageux. Remarkable. Miss Marple évoluait au fil de ses conversations comme une abeille dans la lavande, cueillant, stockant, écoutant. Elle s'arrêta près d'une pierre tombale, scrutant l'inscription patinée par le temps, l'oreille attentive aux murmures spéculatifs qui l'entouraient. Elle l'avait déjà vu? Bien sûr. Des années de vie villageoise lui avaient appris que derrière chaque scandale se cachait un motif, quelque chose d'infime, souvent passé inaperçu, qui ne collait pas tout à fait avec le récit accepté par tous. Cet après-midi-là, l'inspecteur Craddock revint à la guérite. Il avait apporté avec lui une boîte de dossiers récemment obtenus auprès de Silverthorne et Webb, l'entreprise chimique de guerre, aujourd'hui disparue, à laquelle le docteur Denin avait été associé. Il s'avéra que cette entreprise avait opéré dans une zone grise, recherchant des composés volatiles et des substances qu'il valait mieux ne pas mentionner en bonne société. Craddock, assis au bureau de Denning, feuilletait les documents jaunis. La plupart étaient techniques, obscurs, truffés de termes qu'il ne comprenait pas. Mais un dossier attira son attention, le projet Bluebell, lut-il à voix haute. Il portait un tampon officiel austère et des pages marquées confidentialité. À l'intérieur se trouvait une photo délavée de 3 hommes debout près d'une table remplie de fioles chimiques. L'un d'eux était clairement dénintiné, plus jeune, mais reconnaissable entre mille. Les autres étaient étiquetés Harold Smith et Alan Goff. Harold Smith, le nom que mademoiselle Hargreave avait mentionné. Craddock se renversa en arrière, la page à la main. Ce n'était donc pas le jardinage que Denin étudiait. Après tout, marmonna-t-il, c'était quelque chose de bien plus profond.
Le soir même, Miss Marple se rend au domaine Witherspoon sous prétexte de rendre un livre de jardinage emprunté. Elle savait pertinemment que Lady Clara ne s'intéressait pas à l'horticulture, mais de tels petits mensonges étaient, d'après son expérience, nécessaires à l'éclosion de la vérité. Le manoir était silencieux. Beryl, les yeux rouges et effacés, ouvrit la porte. « J'ai rapporté des clématites et des rosiers grimpants, » dit mademoiselle Marple d'un ton enjoué. « Et je me demandais si je pouvais me promener dans le jardin. C'est une si belle soirée, et votre chemin du sud capte toujours les derniers rayons du soleil. » La jeune fille hocha la tête en silence, et Miss Marple s'engagea sur le chemin de pierre, le livre relié en osier sous le bras. Elle s'arrêta devant le treillis où se dressait le pavillon d'été, dont l'ombre était longue et oblique. Les jacinthes avaient été taillées, comme si Lady Clara souhaitait oublier la floraison prématurée qui avait agrémenté sa fête. Mais Miss Marple ne regardait pas les fleurs. Elles étaient à la base du treillis. À genoux, elle inspecta le joint entre le treillis et le dallage. Là, niché presque invisiblement dans une fissure, se trouvait un minuscule fragment de papier. Humide et froissé, les bords brunis par les intempéries, mais toujours intacts. Elle le récupéra délicatement de ses mains gantées, en déplia le coin. C'était la moitié inférieure de ce qui semblait être une lettre. Pas celle que Miss Hargreave avait montrée à l'inspecteur, celle-ci était différente. Le papier était plus fin, ligné et portait des traces d'encre maintenant maculées de terre. Miss Marple ajusta ses lunettes et lut à voix haute la seule ligne lisible. « Découvre ce que nous avons fait à Bluebell, cela nous ruinera tous les deux. » Ses doigts s'immobilisèrent. Ce n'était donc pas seulement l'histoire locale que Denain explorait. Il avait fouillé dans son propre passé, dans des secrets partagés avec au moins un autre homme. Elle se leva prudemment et continua sa promenade autour du pavillon d'été. Quelque chose d'autre la troublait. La tournure des événements, la synchronisation anormale des jacinthes, la position du corps. Si Denain avait été poignardé de face et que Beryl l'avait trouvé assis, comment son col avait-il pu saigner? L'angle n'avait aucun sens. Puis elle se souvient d'un vague souvenir datant d'il y a des années, lors d'un de ses séjours chez sa cousine Mildred à Dorking. Une conférence donnée à l'Institut des femmes sur les substances toxiques dérivées des bulbes à fleurs. L'oratrice avait mis en garde contre plusieurs plantes apparemment inoffensives. La digitale, l'aconite, oui, les jacinthes. Surtout les bleus, dont les bulbes, mal manipulés, peuvent libérer des substances irritantes. Non mortelles à petite dose, mais concentrées et préparées par quelqu'un qui s'y connaît. Elle se redressa et regarda à nouveau le pot en céramique vide qui avait contenu les jacinthes. Il avait été entièrement retiré du jardin. Pourquoi? Le lendemain matin, Miss Marple envoie un mot discrètement, par l'intermédiaire du presbytère là-bas inspecteur Craddock. On pouvait y lire « Cher inspecteur, je crois être tombé sur un fragment important près du pavillon d'été. J'hésite à tirer des conclusions hâtives, mais je me demande si l'intérêt du docteur Denain pour les fleurs bleues n'était pas d'ordre esthétique. Pourrions-nous nous parler dès que possible? Sincèrement, Jane Marple. Craddock arrive cet après-midi là. Il commençait à comprendre que le timing de mademoiselle Marple n'était pas fortuit. Elle lui montra d'abord le fragment de papier. Il l'examina attentivement. « Êtes-vous certain de l'avoir trouvé dans le jardin? Caché dans le treillis? Oui. Dissimulé, mais pas enterré. » Craddock fronça les sourcils. « Je viens d'identifier un homme du passé de Denain. Harold Smythe. Il a travaillé avec lui sur un projet pendant la guerre, quelque chose appelé Bluebell. Il impliquait des essais chimiques. Dan Giriax. » Mademoiselle Marple hocha lentement la tête. « Et maintenant, Denain est mort. Peut-être empoisonné, peut-être poignardé, peut-être les deux. » Craddock garde le silence. Miss Marple continue. « Des jacinthes bleues, inspecteur. Hors de saison. Force de fleurir des semaines plus tôt. Elles ont été déplacées juste avant le meurtre. Et le pot a disparu après. Craddock expira. Vous pensez que quelqu'un les a utilisées? Comme couverture? Comme moyen de livraison?
C'est possible. Et c'est curieux, n'est-ce pas, que personne n'ait vu Denain après le thé ce jour-là, sauf sans doute la personne qui l'a tué. Personne ne l'a vu quitter la maison, se diriger vers le pavillon d'été ou s'asseoir. Personne n'a vu l'instant fatal. Craddock tapota son carnet. Alors qui pourrait connaître ce genre de poison? Miss Marple esquissa un sourire discret. Enfin, le genre de personne qui force les fleurs hors saison, collectionne les livres de jardinage qu'elle ne lit pas et garde le silence sur sa liste de visiteurs. Craddock la fixa du regard. Lady Clara? Miss Marple ne dit rien, mais son regard en disait long. Et au-delà du jardin, les jacinthes, les rares qui restaient inclinaient leurs lourdes têtes dans un silence qui n'avait pas encore dit son dernier mot. Le soleil de l'après-midi avait pris une teinte dorée sur Saint-Marimide, projetant de longues ombres sur les pelouses impeccables et les toits patinés. Le chant des oiseaux qui avait illuminé la matinée semblait désormais étouffé, comme si le village lui-même retenait son souffle. La nouvelle s'était discrètement répandue que Miss Marple avait de nouveau parlé à l'inspecteur Craddock, et si personne n'osait le dire à voix haute, il était généralement admis que lorsque Miss Marple s'intéressait à la situation, les choses étaient loin d'être routinières. Derrière des rideaux de dentelle et des fenêtres entr'ouvertes, les gens observaient. Ils observaient la porte du corps de garde, le domaine Witherspoon et les étroits sentiers qui serpentent à travers le cimetière. Il y avait quelque chose d'agitant maintenant, juste sous la surface du quotidien, pointant un courant invisible de malaise régnait. L'inspecteur Craddock se tenait au centre de tout cela, plus conscient que jamais que l'affaire se complique de jour en jour. Le fragment de lettre trouvé par Miss Marple confirmait ce qu'il soupçonnait déjà: la mort du docteur Denain n'était pas un simple acte de violence. C'était une conséquence, le dernier chapitre d'une histoire commencée il y a longtemps, avec des hommes dont les secrets étaient enfouis bien plus profondément que n'importe quelle empreinte de pas. Ce matin-là, Craddock organisa un entretien officiel avec Lady Clara. Elle le reçut dans son salon, les rideaux à moitié tirés et une légère odeur de poudre d'iris flottant dans l'air. Ses manières étaient toujours aussi polies, même si une certaine acrimonie s'était insinuée dans son ton. « Vous êtes de retour, inspecteur ?» dit-elle froidement en se versant une tasse de Darjeeling. « Je dois avouer que je commence à en avoir assez de discuter de cette malheureuse affaire. » Craddock resta assis. « J'ai bien peur que ce ne soit pas encore réglé, Lady Clara. » « Règle ? Vous donnez l'impression d'une dispute de pelouse. Un homme a été assassiné sur ma propriété. Ce n'est pas vraiment ce que je fais. » « Non » acquiesça Craddock d'un ton modéré. « Mais le docteur Denain était un invité de votre loge. Et il s'avère qu'il avait une histoire que quelqu'un aurait peut-être voulu garder secrète. » Elle ne dit rien. Ses mains, longues et fines, ajustèrent le bord de sa soucoupe avec un soin inutile. « Puis-je vous demander, Lady Clara, pourquoi avez-vous retiré le pot de jacinthe après la fête ?» Elle cligna des yeux. Il était fané. Les fleurs étaient écrasées. Il n'était plus digne d'être exposé. Où est-il maintenant? Je l'ai fait transporter dans l'abri de jardin. Je crois que Jenkins s'en est débarrassé. Le regard de Craddock n'y vacilla pas. Cela vous dérangerait-il que nous le récupérions? Lady Clara haussa légèrement les épaules. Si vous le voulez. Lorsque le pot fut retrouvé, derrière une paire de bêches rouillées et un vieux rouleau à gazon, la terre à l'intérieur avait déjà commencé à sécher. Il restait quelques pétales recourbés d'un gris terne. Mais, caché dans la terre, à moitié caché, se trouvait quelque chose de plus inquiétant: une petite fiole en verre. Bouche. Vide. Craddock l'examina d'une main gantée. La forme était particulière, médicale, précise et totalement déplacée dans une composition florale. De retour à la station, des analyses confirment ce qu'il soupçonnait. Des traces de aconitine, alcaloïde mortel dérivé de l'aconite, communément appelé aconite tulu. On ne le trouvait pas dans les jacinthes, mais on pouvait le dissimuler parmi elles, l'utiliser pour enduire les tiges ou s'infiltrer dans l'eau. Denain, semblait-il, était mort non pas d'une blessure nette, mais d'un cocktail complexe de coups de couteau oui, mais empoisonné en premier. Plus tard, Craddock et Miss Marple s'assirent ensemble dans le jardin du presbytère,
sous la tonnelle de rosier où les abeilles travaillent paresseusement dans la chaleur de l'après-midi. Alors, dit-il, nous avons du poison, caché dans un pot de jacinthe forcé. Nous avons un suspect qui fait disparaître les preuves sous prétexte de jardinage. Et nous avons un fragment de lettre révélant un secret de la zone de guerre que quelqu'un cherchait désespérément à protéger. Miss Marple hocha la tête, les mains jointes soigneusement sur ses genoux. La question est, inspecteur, de savoir si la personne qui a administré le poison a également porté le coup fatal ou si c'était quelqu'un d'autre. Craddock la regarda fixement. Vous pensez qu'il y en avait deux? Je crois que Miss Marple dit doucement que lorsque les gens conspirent, ils le font rarement proprement. Chacun croit avoir le contrôle jusqu'à ce qu'il ne l'ait plus. Elle regarda le jardin, l'air pensif. J'ai connu une femme qui élevait des abeilles. Elle disait que les ruches les plus dangereuses sont celles qui semblent les plus silencieuses. Ce sont ceux où les abeilles planifient quelque chose. Ce soir-là, Craddock demande un second rendez-vous avec mademoiselle Hargreaves. Elle accepta et le retrouva à l'auberge où elle avait loué une chambre. Elle paraissait fatiguée, l'élégance de son arrivée cédant la place à une expression plus tendue. « Vous connaissiez Harold Smith » dit Craddock sans préambule. « Oui » dit-elle doucement. « Et Alan Goff ?»« Tous. Ils travaillaient avec Malcolm. Pendant la guerre, sur les formules de tests chimiques, les méthodes de dispersion. C'était un travail obscur. Vous étiez impliqué » dit-elle, le regard fixe. « J'étais employé de bureau. J'écrivais des rapports. J'étais au courant de leurs activités, plus que je ne le laissais paraître. Et savez-vous pourquoi Malcolm vous a contacté récemment ?» Elle hésita. Il a trouvé quelque chose. Ou s'est souvenu de quelque chose. Il a dit que c'était lié au projet Bluebell. A-t-il dit qui était impliqué? Elle secoua la tête. Seulement que quelqu'un au village avait un lien avec ça. Quelqu'un qui tuerait pour que ça reste secret. Craddock S.E. pencha en avant. A-t-il mentionné Lady Clara? Non, dit-elle après un silence. Mais je me souviens d'une visite qu'il avait reçue, il y a quelques semaines. Je passais par Saint-Mary-Mead à ce moment-là. Je ne me suis pas arrêté, mais je les ai aperçus dans le jardin. Un homme d'une soixantaine d'années, grand, boitant. Je ne distinguais pas son visage. Craddock Franca, less sourcils. Vous en êtes sûr? Silence. Le lendemain, il lança une demande d'information sur Alan Goff, l'autre collègue de guerre d'Alan Goff d'Hénin. La réponse ne tarda pas. Goff est mort. Décédé l'année précédente dans des circonstances curieuses. D'une overdose accidentelle, disait-on. Il vivait sous un faux nom. Et Harold Smith, disparu en 1952. Effacé. Mais quelqu'un à Saint-Mary-Mead les avait tous connus. Quelqu'un qui avait survécu, s'était adapté, peut-être même prospéré. Le passé avait frappé à la porte, et le docteur d'Hénin avait ouvert la porte. Mademoiselle Marple, quant à elle, était retournée dans son jardin. Elle taillait les fleurs fanées de ses rosiers grimpants lorsque Madame Bontry arriva avec un panier de scones et des nouvelles. « Vous ne devinerez jamais ce que je viens d'entendre, » déclara Madame Bontry, pleine de ragots bien fondés. Lady Clara et le docteur d'Hénin se connaissaient autrefois. Il y a des années. Au Caire, avant la guerre. Miss Marple marque une pause. Vraiment? Je me demandais quand quelqu'un s'en souviendrait. Vous le saviez? Je m'en doutais. On n'héberge pas un homme qu'on a aimé sans laisser de traces. Miss Marple's Surrey Fablement. Ou quelque chose du genre. Le soir, Craddock était de retour au domaine Witherspoon. Cette fois, il apporta une photo des archives de guerre et un portrait de groupe de Silverthorne et Webb, Denning, Goff, Smythe, et un quatrième homme, sans étiquette. I'll plaque la photo devant Lady Clara. Vous connaissiez le docteur d'Hénin avant son arrivée ici, dit-il. Et vous connaissiez cet homme aussi. Son expression reste indéchiffrable. Vous devez en avoir la preuve. J'ai la photo. Et des documents qui suggèrent que le quatrième homme est votre défunt mari, le colonel Witherspoon. Pendant un instant, un silence s'installa entre eux. Puis elle soupira doucement. Il avait changé de nom. Après la guerre. Pour sa réputation.
pour son honneur. Et Dénin le savait, il l'avait toujours su. Ils le savaient tous. Mais Malcolm était faible. Il voulait tout révéler pour réparer de vieilles erreurs. Je ne pouvais pas le permettre. Les yeux de Cradock se plissèrent. Alors tu l'as empoisonné? Non, dit-elle. Je voulais seulement l'effrayer. Ce coup de couteau, ce n'était pas moi. Cradock se redressa. Et qui? Elle détourna le regard. Je crois que tu trouveras la réponse, dit-elle doucement, quelque part parmi les jacinthes. Et quelque part au fond du village, une autre vérité attendait, enroulée et silencieuse, prête à éclore. Le lendemain matin, une pluie douce tombait sur Saint-Marie-Mide, adoucissant les contours du monde, comme si le village s'était réfugié dans une aquarelle atténuée. Les routes luisaient de gravier humide et les caniveaux gargouillaient de contentement. Le facteur portait une cape et se déplaçait un peu plus lentement que d'habitude, s'arrêtant pour de longues conversations aux portes d'entrée, où les ménagères scrutaient le dehors avec des yeux emplis de curiosité et d'inquiétude voilée. Dans le salon de Miss Marple, le feu crépitait et la pluie claquait légèrement contre les fenêtres. Elle était assise dans son fauteuil habituel, un châle léger sur les épaules, le bruit du temps rythmant ses pensées. Son tricot reposait sur ses genoux, intact. Ce matin-là, elle était plongée dans ses pensées, les yeux non pas fixés sur la laine, mais sur un bout de papier décoloré et froissé, le fragment déchiré de la lettre qu'elle avait trouvé dans le treillis du jardin. Les mots rejouent dans son esprit. Pourquoi nous avons-nous fait à Bluebell? Cela nous ruinera tous les deux? Cela avait la résonance particulière d'un homme parlant à une connaissance intime, quelqu'un partageant sa culpabilité. Et maintenant, avec l'aveu de Lady Clara qu'elle avait connu Dénin pendant la guerre, que son mari avait changé d'identité et que Dénin avait menacé de le révéler, l'ombre du mobile n'était plus une théorie. Cela avait une forme. Pourtant, la mort elle-même restait confuse. Trop de fils, trop de doigts dans le gâteau. Lady Clara avait avoué avoir placé du poison sur le chemin de Dénin, mais pas l'avoir tué sur le coup. Selon elle, elle avait seulement espéré le réduire temporairement au silence, peut-être l'effrayer pour qu'il abandonne ses menaces. Et la blessure à son cou, bien que légère, avait été décisive. Précise. Quelqu'un voulait en être sûr. Ainsi, songea Miss Marple, peut-être y avait-il deux coupables. Pas nécessairement des collaborateurs, mais deux personnes, agissant toutes deux par désespoir, inconscientes l'une de l'autre. Des actions parallèles convergeant fatalement. Ce n'était pas impossible. En fait, elle pensait que c'était tout à fait humain. La sonnette retentit et peu après, Chérie, sa joyeuse femme de chambre, apparut avec un mot et une expression perplexe. Du presbytère, Miss. C'est l'écriture de Madame Tying, mais elle dit que c'est urgent. Miss Marple déplia le mot. Chère Miss Marple, je ne vous dérangerai pas habituellement avec ce genre de choses, mais il s'est produit quelque chose d'étrange. Beryl est passée à l'église ce matin dans un état lamentable. Elle a laissé une liasse de papier et a dit qu'elle quittait le village immédiatement. Elle a refusé de dire où elle allait. J'ai trouvé cela terriblement étrange, surtout après tout ce qui s'est passé. Auriez-vous l'amabilité de passer quand vous le pourrez? Bien à vous, Monsieur Tying. Miss Marple attrapait déjà son manteau avant même d'avoir fini de lire. Lorsqu'elle arriva au presbytère, le feu du salon venait d'être attisé, et Madame Tying, une femme nerveuse, amoureuse de la flanelle et de la suspicion, se tordait les mains. Elle était pâle comme du lait, Jane. Elle disait qu'elle ne pouvait pas rester. Elle regardait sans cesse par-dessus son épaule. Je lui ai proposé du thé, mais elle n'en a pas voulu. Elle m'a juste fourré cette liasse dans les mains en me disant s'il m'arrive quelque chose, donnez-le à Miss Marple. Elle m'a tendu un dossier bien relié. À l'intérieur se trouvaient des lettres, pour la plupart une correspondance banale entre Beryl et sa mère malade, de vieilles coupures de recettes, quelques factures. Mais à mi-chemin, Miss Marple trouva quelque chose de plus révélateur. Un mot manuscrit, non signé, adressé simplement à B. Vous avez été gentil. Je veux vous faire confiance, mais je ne sais plus qui croire. Si vous trouvez ceci, c'est que j'ai agi trop tard. J'ai eu tort de venir ici. Ils savent ce que je sais,
ils ne me laisseront pas le dire. Regardez celui qui a apporté des fleurs hors saison. Regardez l'homme qui marche sans nom. Dites-le à Miss Marple. Miss Marple fixe la page. Les lignes étaient irrégulières, paniquées. C'était incontestablement l'écriture de Dana. Elle se pencha en arrière, les yeux plissés. Dana avait donc soupçonné non pas une, mais deux menaces, quelqu'un lié au Jacinthe, Lady Clara, et quelqu'un d'autre. Un homme sans nom. N.I. Smythe, N.I. Goff. Tous deux étaient morts ou disparus. Et alors, elle retourna à son cottage et s'assit de nouveau devant le feu, plaçant le mot à côté du fragment de lettre déchiré. Les morceaux se mettaient en place, mais l'image était encore embuée. Ce soir-là, l'inspecteur Craddock apparut sur le pas de sa porte, la pluie dégoulinant de son chapeau et l'air sombre. « Nous venons d'avoir des nouvelles de la gare routière de Basingstoke, dit-il. Une femme correspondant à la description de Beryl a été retrouvée inconsciente dans la salle d'attente. Elle s'était effondrée. Les médecins disent qu'elle a ingéré quelque chose, volontairement ou inconsciemment. Elle est vivante, mais ne parle pas encore. » L'expression de Miss Marple reste calme. Puis je craignais que quelqu'un essaie de la faire taire. Craddock Sarah, Les McQuarrie. Je crois que vous avez raison. Et je commence à penser que nous avons pris les choses à l'envers. Il a placé une photo sur sa table de chevet, la même qu'il avait montrée à Lady Clara. Je l'ai envoyée à notre agent de liaison pour les archives de guerre. L'homme que vous voyez ici, anonyme, a été localisé dans une résidence en Cornouailles il y a 5 ans. Mais quelque chose nous a échappé. Il n'est pas resté en Cornouailles. Il est venu ici. Il a encore changé de nom. Miss Marple S.E. Pincha, en avant. Craddock Tapoda, la silhouette. Il s'appelle maintenant Edmund de Pelham. Il vit tranquillement depuis 3 ans. Il se fait appeler Monsieur Pritchard. Il loue une chambre au-dessus de celle du cellier. Les sourcils de Miss Marple se haussèrent légèrement. Pritchard. Oui, je l'ai vu. Un homme ordinaire. Intime. Ne va pas à l'église. Et a travaillé brièvement comme aide-jardinier à son arrivée, ajouta Craddock. Y compris le temps passé au domaine de Lady Clara. Miss Marple se leva et prit ses gants. Alors je pense que nous devrions rendre visite à Monsieur Pritchard. La chambre au-dessus de celle du cellier était propre mais dépouillée. Une seule étagère de livres usés, une bouilloire, un lit et une armoire. Monsieur Pritchard était assis près de la fenêtre à leur arrivée, son journal soigneusement plié sur ses genoux. Il ne parut pas surpris de les voir. « Vous êtes venus pour des nains, dit-il franchement. »« Nous oui, répondit Craddock. Monsieur Pritchard regarda par la fenêtre. « J'ai toujours pensé que ça nous rattraperait. Nous avons fait des choses terribles. La guerre fait des monstres, inspecteur. Et Denanwell, il voulait être pardonné. L'avez-vous tué? Non, dit Monsieur Pritchard. Je l'ai seulement prévenu. Je lui ai dit de ne pas trop creuser. Je savais qu'il avait contacté Smith, mais on pourrait peut-être enterrer le passé une dernière fois. Mais je ne lui ai pas fait de mal. Je le jure. Miss Marple parla doucement. Alors vous devez savoir qui l'a fait. Pritchard hésite. J'ai un soupçon, mais j'ai peur de le dire. Miss Marple lui lança un regard bienveillant. Parfois, dire la vérité est le seul moyen de s'en libérer. Il la regarda dans les yeux. Puis oui, je crois que c'était la fille. Beryl. Elle avait rencontré Dana en secret. Il lui avait tout raconté. Je crois qu'elle a paniqué. Elle a cru qu'il allait l'entraîner dans cette histoire. Miss Marple pencha la tête. C'est une théorie intéressante. Mais voyez-vous, elle n'a pas paniqué. Elle a conservé chaque lettre. Elle a préservé ses avertissements. Et hier encore, elle a failli se faire tuer en essayant de transmettre cette vérité aux bonnes mains. Pritchard Tressellet. L'inspecteur Craddock s'avança. Je pense que nous aurons besoin de vous, monsieur. Alors qu'il quitte la maison, la pluie murmurant encore sur les toits, Miss Marple se tourne vers Craddock. Il mentait, bien sûr. Oui, dit Craddock. Il savait que Beryl avait les lettres, et il essaya de l'en empêcher. Miss Marple hocha la tête, mais pas avec un couteau. La vérité ultime, sentait-elle, était juste sous la surface maintenant.
Encore un mensonge. Encore une conversation. Et alors, le schéma serait parfait. Les nuages avaient commencé à se dissiper le lendemain matin, laissant filtrer de pâles rayons de lumière sur Saint-Marimide. La pluie avait lavé le village, mais la tension subsistait, s'accrochant comme la rosée aux rosiers et aux haies. Miss Marple était assise au bord de son banc de jardin, observant ses parterres de fleurs avec une intensité silencieuse. Elle ne tricotait pas cette fois. Ses mains étaient jointes, immobiles, posées sur ses genoux. Pensif, vigilante. Il y avait quelque chose dans le silence, croyait-elle, un silence partagé avec le monde, celui qui permet aux vérités de surgir sans être poursuivies. Les pièces du puzzle étaient presque toutes en place. Monsieur Pritchard, anciennement Edmund de Pelham, avait été interpellé la veille au soir. Son récit contenait juste assez d'éléments pour brouiller la vérité profonde, mais pas assez pour expliquer l'agression au couteau, ni le désespoir, et certainement pas la tentative audacieuse d'empoisonner Beryl à la gare routière. L'inspecteur Craddock, malgré toute sa rigueur méthodique, avait été le premier à admettre que quelque chose clochait encore. Trop de gens motivés, trop de secrets se repentant dans l'ombre. L'histoire s'était fragmentée en couches de culpabilité et de peur, chaque acteur croyant avoir été seul dans ses décisions. Mais Miss Marple savait qu'il n'en était rien. Cet après-midi-là, elle demanda une faveur à l'inspecteur Craddock. Une délicatesse, pas tout à fait conforme à la procédure, mais pas non plus en dehors. Je crois que l'inspecteur dit doucement que si nous voulons attraper le véritable meurtrier, nous devons lui offrir un miroir. Pas une confrontation, pas un contre-interrogatoire, mais une opportunité. D'après mon expérience, les gens se trahissent toujours lorsqu'ils se croient plus intelligents que les autres. Craddock, bien que sceptique, avait depuis longtemps compris l'importance de suivre l'intuition de Miss Marple. Une invitation discrète fut donc lancée. Lady Clara Witherspoon fut invitée à prendre le thé. C'était une demande étrange, surtout si tôt après sa confrontation avec l'inspecteur. Mais Lady Clara, toujours posée, toujours engagée socialement, ne pouvait refuser sans éveiller une curiosité indésirable. Lorsqu'elle arriva au cottage de Miss Marple, son chapeau était parfaitement épinglé et ses gants de soie immaculés. Son sourire était gracieux, quoique crispé. « Miss Marple, dit-elle en entrant dans le salon, vous savez vraiment mettre la table. Je n'ai pas mangé de crème caillée comme celle-ci depuis des années. Je trouve qu'il y a peu de problèmes qui ne puissent être mieux éclaircis avec du thé, répondit Miss Marple en lui tendant une délicate tasse fleurie. D'ailleurs, il me semblait grand temps de faire preuve d'un peu de civilité. Cette horrible affaire a jeté une ombre sur le village. Lady Clara resta assise, raide. Oui, eh bien, je dois admettre que je suis soulagé que vous ayez attrapé ça, Monsieur Pritchard. Je ne lui ai jamais fait confiance. Il y a quelque chose chez les hommes qui évitent l'Église. Oh oui, acquiesça joyeusement Miss Marple. Et les hommes qui jardinent, mais qui n'ont aucune connaissance des plantes. C'est toujours si suspect quand on prétend avoir une expertise qu'on n'a pas. La tasse de Lady Clara s'immobilisa en plein vol. En effet, je suppose que c'est pour ça que j'ai toujours admiré le docteur Denain, poursuivit Miss Marple en se versant une autre tasse. Il était très exigeant. S'il disait qu'une jacinthe fleurissait en mars, on pouvait être sûr qu'il avait calculé le jour. Lady Clara esquissa un mince sourire. C'était obsessionnel. Cela le rendait difficile, mais admirable à sa manière. Un homme si dévoué à la vérité. À ces mots, Lady Clara se raidit. Légèrement. Miss Marple insiste, Dowsmet. Pauvre Beryl, cependant. Quel dommage. On dirait que quelqu'un a essayé de lui faire du mal, après tout. Juste avant qu'elle puisse partager ce qu'elle savait. Elle a dû voir quelque chose qu'elle n'était pas censée voir. Lady Clara posa ses tasses. Elle n'a jamais été très forte. Encline aux fantaisies, je crois. Peut-être. Mais c'est fascinant de voir à quel point les gens qu'on prend pour des fantaisistes sont souvent ceux qui remarquent tout. Miss Marple regarda son invité droit dans les yeux.
comme lorsqu'elle se souvenait avoir vu un invité au domaine qui portait une épingle à cravate en or, très distinctive, avec un motif d'épée croisée. Lady Clara cligna des yeux. Ça aurait pu être n'importe qui. Mon défunt mari avait une épingle comme ça. Oh oui, dit Miss Marple avec un petit sourire. Mais il en était de même pour un visiteur que vous avez eu l'année dernière. Uncertain Harold Smythe. Mais j'ai cru comprendre qu'il voyageait sous un autre nom. Lady Clara de Turner, Beauregard. Il était venu me prévenir. Il a dit que Malcolm allait semer la zizanie, mieux valait ne pas le déranger. Je ne l'ai pas invité. Il est venu de son propre chef. Et est parti discrètement. Il y eut un silence. Puis il mourut. Pas ici. Mais peu de temps après. Je l'ai appris plus tard. Miss Marple se pencha légèrement. Je crois que vous aviez peur, Lady Clara, que le passé ressurgisse, que Dana révèle plus que la vérité sur votre mari, que votre propre implication, aussi minime soit-elle, soit mise en lumière. Lady Clara eut un petit rire cassant. Mon implication? J'ai servi le thé. J'ai assisté à des gardes-parties. Le pire crime que j'ai jamais commis, c'est de mal étiqueter un pot de conserve. Pardonnez-moi, dit Miss Marple gentiment, mais ceux qui mal étiquettent leur peau font souvent pire. Sans le vouloir, bien sûr. Nouveau silence. Le tic-tac de l'horloge sur la cheminée emplit l'espace comme un métronome de vérité. Lady Clara se leva et s'essuya les lèvres avec sa serviette. Merci pour le thé, Miss Marple. Vous avez vraiment le don de perturber les conversations. Miss Marple sourit et se leva à son tour. Je trouve que cela aide souvent à se défaire du dernier déguisement, même pour quelqu'un d'aussi calme que vous. À la porte, Miss Marple l'arrêta. Une dernière chose, Lady Clara. Vous souvenez-vous du jardinier que vous avez congédié au printemps dernier, Monsieur Bayliss? La main de Lady Clara s'arrêta sur la poignée. Et lui? Il se souvenait de quelque chose. Il est venu à la police ce matin. Il a dit avoir trouvé des gants dans la remise à outils, les mêmes que ceux utilisés pour manipuler les jacinthes. Et il portait des initiales cousues dans la doublure. C.W. Le visage de Lady Clara S.E. Figia. Ses joues se colorèrent. Miss Marple s'écarta, la laissant partir. Lorsque Craddock retrouva Miss Marple au poste ce soir-là, son ton était grave. Elle n'a pas avoué, dit-il. Mais elle savait. Elle n'avait pas besoin de le dire. Non, répondit Miss Marple, parce qu'elle l'avait déjà dit sans un mot. Craddock la regarda avec admiration. Vous aviez raison pour le test. Elle s'est trahie dès que vous avez mentionné les gants. Elle pensait avoir tout contrôlé, dit Miss Marple en joignant les mains. Le poison était subtil, le décor parfait. Elle pensait que personne ne soupçonnerait une femme de son âge et de son rang. Mais l'orgueil laisse toujours une trace. Et le coup de couteau? Miss Marple resta silencieuse un instant. Puis je crois que cela venait de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait découvert ce qu'elle avait fait et avait paniqué. Peut-être Pritchard. Peut-être une autre main. Mais l'intention de tuer, c'était la sienne. Craddock hocha lentement la tête. Il faudra avancer prudemment. Mais c'est suffisant pour constituer un dossier. Dehors, le village se calmait à nouveau. La pluie était passée. Les nuages s'étaient dissipés. Et dans les parterres de fleurs le long du chemin, les dernières jacinthes bleues forcées s'étaient fanées, leurs pétales se recroquevillent comme des secrets enfin livrés. Le lendemain, l'aube était lumineuse et sans vent, comme si le village de Saint-Marie-Mide avait décidé, en toute conscience, de se mettre sous son meilleur jour. Les haies étaient taillées, les nuages filaient poliment sans menace de pluie, et même les moineaux semblaient plus civilisés dans leurs bavardages matinaux. Mais sous l'illusion d'un calme glacial, quelque chose avait basculé. L'affaire du meurtre du docteur Malcolm Denin était devenue le centre silencieux d'une tempête. Ce qui avait commencé comme un décès unique et choquant lors d'une garden party s'était transformé en quelque chose de bien plus complexe, remontant à des décennies, lié à des identités modifiées et à des péchés enfouis sous le vernis respectable de la vie anglaise d'après-guerre. Dans la salle de réunion du commissariat de Saint-Marie-Mide,
l'ambiance était tendue. L'inspecteur Craddock se tenait au bout d'une longue table en chêne, observant les quelques personnes qu'il avait invitées à y assister. De l'extérieur, cela aurait pu ressembler à un simple comité de village réuni pour discuter de composition florale ou de la messe du dimanche. Mais le regard perçant de Craddock et la présence des agents de police de chaque côté de la salle lui confèrent un poids plus lourd. Lady Clara Witherspoon était assise à un bout de la table, son chapeau impeccable, ses gants repliés sur ses genoux. Son visage était un masque de porcelaine. Si elle était nerveuse, elle ne le laissait pas paraître. À côté d'elle était assis M. Pritchard, anciennement Edmund de Pelham, le visage pâle et raide, les épaules voûtées comme un homme se préparant à l'inévitable. Mademoiselle Hargreaves, vêtue maintenant d'un gris discret, fixait ses mains jointes devant elle. Elle avait vieilli, semblait-il, en quelques jours seulement depuis son arrivée. Et en face d'eux, calme et modeste comme toujours, était assise Miss Marple. Elle avait apporté son tricot, même si les aiguilles étaient immobiles. Son regard était fixé sur l'inspecteur, et derrière ses lunettes, une connaissance tranquille scintillait comme les premières lueurs de l'aube. Craddock s'éclaircit la gorge. Merci à tous d'être venus. Je sais que ce n'était pas une affaire facile, mais il est nécessaire de rassembler les derniers fils de cette enquête. Il regarda mademoiselle Marple, qui inclina la tête, l'autorisant à poursuivre. Nous savons maintenant que le docteur Denain n'était pas seulement un homme discret, passionné de jardinage et de livres, a déclaré Craddock. Il était impliqué dans un projet secret en temps de guerre, le projet Bluebell, avec deux autres hommes, Harold Smith et Alan Goff. Tous deux sont aujourd'hui décédés, dans des circonstances suspectes ou dissimulées. Leurs travaux portaient sur des substances chimiques hautement volatiles, des composés mortels, dont l'utilisation abusive pouvait avoir de terribles conséquences. Il a laissé les mots se poser. Nous savons aussi, a-t-il poursuivi, qu'un autre homme impliqué dans ces travaux a disparu et est réapparu sous un faux nom, Edmund Pelham, devenu M. Pritchard. Pritchard a changé d'attitude, mais n'a rien dit. Craddock s'est tourné vers Lady Clara, et le docteur Denain, après des années de silence, a repris la parole. Que ce soit par conscience ou par culpabilité, il a commencé à prendre contact. D'abord avec mademoiselle Hargreaves, puis avec d'autres. Il a menacé de tout révéler, y compris l'implication de votre défunt mari, Lady Clara. Ses lèvres se sont pincées, mais elle n'a pas répondu. Il a peut-être cru que vous, Lady Clara, le soutiendrez, a dit Craddock doucement. Il avait tort. Vous vouliez à tout prix préserver la réputation de votre défunt mari, votre nom, votre place dans cette communauté. Et c'est ainsi que vous avez agi. Vous ne pouvez pas le prouver, dit doucement Lady Clara, mais sa voix était tendue. Mademoiselle Marple prit la parole, d'une voix douce mais ferme. Non, ma chère, mais nous pouvons le comprendre. Vous avez fait pousser les jacinthes trop tôt. Vous les avez forcés, certes, mais surtout, vous les avez soignés. Nous avons trouvé des traces d'aconitine dans le pot. C'était astucieux, très astucieux, caché à la vue de tous. Mais pas assez. Elle marqua une pause, laissant ses mots tomber comme des épingles en silence. Car le docteur Denain n'est pas mort seulement d'empoisonnement. Il y avait aussi l'affaire de la blessure par piqûre. Une petite lame, savamment placée. Rapide. Efficace. Et c'est là, je pense, qu'intervient M. Pritchard. Pritchard se redressa, surprise. Je ne voulais pas le tuer, dit-il soudain, puis s'arrêta. Trop tard. Craddock haussa un sourcil. Vous aviez peur, dit mademoiselle Marple avec gentillesse. Tu avais entendu dire qu'il prévoyait de parler aux autorités. Tu pensais peut-être que Lady Clara s'en était déjà occupée. Mais quand tu l'as trouvé vivant, tu as paniqué. Je l'ai trouvé affalé, dit Pritchard doucement. Il avait l'air malade. J'ai pensé que le poison n'avait peut-être pas fait effet. Je ne savais pas quelle quantité il avait absorbé. Je pensais qu'il pourrait se rétablir. Et si c'était le cas, il a avalé avec difficulté. Je ne l'ai pas poignardé pour le tuer. Je l'ai fait pour qu'il ne parle pas, pour que rien ne revienne.
Tu t'en es assuré, dit Craddock. Tu as assuré son silence. Je l'ai fait, admit Pritchard. Et quand tu as réalisé que Beryl avait les lettres, ajouta doucement Miss Marple, tu as réessayé. Le thé à la gare routière. Mais elle a survécu. Il hocha la tête baissée. Miss Hargreave leva les yeux, la voix tremblante. Tu n'étais pas obligé de le faire. Il voulait seulement que les gens sachent ce qui s'était passé. Il croyait que la vérité importait plus que la punition. Lady Clara se tourna vers elle, la voix sèche. Alors, c'était un imbécile. Nous avons enterré pour une raison. Nous avons tout donné pour cette guerre, notre jeunesse, notre dignité. Et vous voulez qu'elle soit à nouveau traînée dans la boue, par idéalisme? Miss Marple reprit la parole, à voix basse. Et pourtant, Lady Clara, vous avez fait pire que n'importe quel champ de bataille. Vous avez tué un homme en temps de paix, dans votre jardin, parmi vos invités. Le silence régna. Craddock se redressa, saluant d'un signe de tête les agents à la porte. Lady Clara Witherspoon, Edmund Pelham, vous êtes tous deux en état d'arrestation. Vous n'êtes pas obligés de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Lady Clara se leva lentement, mettant ses gants avec élégance. Eh bien, dit-elle, si je dois partir, j'irai comme il faut. On la conduisit dehors, et Pritchard la suivit sans résistance. La pièce resta silencieuse un moment après leur départ. Miss Hargreave resta immobile, tandis que Craddock se tournait vers Miss Marple. « Vous aviez raison sur toute la ligne, dit-il. » Miss Marple esquissa un léger sourire. « Oh, je regardais, tout simplement. Vous seriez surpris de ce que disent les gens qui croient protéger le passé. Mais la mémoire a tendance à filer entre les mailles du filet. » Craddock soupira et se passa la main dans les cheveux. « À vrai dire, je suis plutôt content que ce soit fini. » Miss Marple se leva, ramassant son chalet. « Oui, eh bien, il y aura encore des ragots pendant des semaines, j'imagine. Mais au moins, les fleurs peuvent pousser en paix maintenant. » Il la regarda. « Pourquoi des jacinthes, à votre avis? » Elle marque une pause, la main sur la porte. « Elle symbolise le chagrin, dit-elle. Et parfois, le chagrin se fait passer pour la beauté. » Et sur ces mots, elle sortit dans la lumière, où le village de Saint-Mary-Mead s'étendait devant elle, paisible, ordinaire et encore chargé de secrets. L'été s'installe doucement sur Saint-Mary-Mead, les jours s'allongent et s'adoucissent d'après-midi en après-midi. Les jardins débordent de couleurs, à nouveau les roses étaient en fleurs, les digitales se dressaient fièrement. Et surtout, aucune trace de jacinthe hors saison. La vie, comme toujours au village, avait repris son rythme habituel. Mais il subsistait une pointe de calme, une conscience tranquille. Un souvenir collectif de ce qui s'était passé il n'y a pas si longtemps, à l'ombre d'un pavillon d'été. Un peu plus d'une semaine s'était écoulée depuis l'arrestation de Lady Clara Witherspoon et d'Edmund Pelham, encore connu de beaucoup sous son nom d'emprunt, Monsieur Pritchard. La nouvelle s'était répandue, non pas comme un fracas, mais comme un murmure incessant, se propageant dans tous les foyers. Certains affirmaient avoir toujours soupçonné quelque chose à propos de la châtelaine, d'autres qu'ils n'arrivaient pas à y croire. Mais l'incrédulité empêchait rarement les ragots de se propager. À la boulangerie, Madame Tying chuchota à Madame Martindale « Avez-vous entendu dire qu'elle avait ordonné de nettoyer ses gants, même le jour de son arrestation ?» Apparemment, sans s'en soucier. « Eh bien, répondit Madame Martindale, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas faire confiance à ceux qui forcent les jacinthes en mai. » Au presbytère, la conversation prit un ton plus philosophique. « Ce sont toujours les plus belles, » dit gravement le vicaire à sa femme en buvant son toast matinal. « Elles gardent si étroitement les portes de l'apparence qu'elles oublient de se soucier de l'âme. Miss Marple, quant à elle, ne fait pas de grandes déclarations. Elle reprend simplement ses habitudes. » Les roses avaient encore besoin d'être équeutées, son tricot nécessitait quelques points à défaire et à refaire, et la marmelade venait juste d'atteindre le stade où elle devait être versée dans des bocaux. La vie, elle le savait bien, continuait. Un après-midi, elle reçoit la visite de l'inspecteur Craddock. Il arriva non pas avec des questions,
mais avec de discrets remerciements. Ils s'assirent dans son jardin, sous la treille maintenant couverte de fleurs clématites de saison, comme il se doit, partageant une théière de thé parfaitement infusé. « Vous aviez raison, » dit Cradock, à propos de Lady Clara et Pelham. Mais plus que cela, vous aviez raison sur le schéma. Il y avait 2 acteurs, et non un. Miss Marple sourit faiblement en découpant un scone. On commet rarement des crimes seul, inspecteur. Même lorsqu'on agit seul, on est souvent façonné par l'ombre de quelqu'un d'autre. Cradock hocha la tête, s'arrêtant pour jeter un coup d'œil au jardin. Je n'arrête pas de penser aux jacinthes bleues. Si contre nature. C'est étrange, n'est-ce pas, qu'une chose si belle ait servi à cacher un acte aussi terrible. Elles étaient hors saison, dit Miss Marple pensivement. Forces, c'est le mot que les jardiniers utilisent. Faire fleurir quelque chose avant son temps. Mais c'est une affaire dangereuse. La nature a son propre rythme. Interférer avec elle, et les choses tournent mal. Il y réfléchit un instant. « Et Beryl » demanda-t-il. Elle se remet, mais elle a peur. Elle dit qu'elle ne retournera peut-être pas au village. L'expression de Miss Marple s'adoucit. Elle était courageuse, finalement. Elle a essayé de faire ce qu'il fallait. C'est plus que ce que la plupart des gens peuvent faire. Si elle choisit de commencer quelque chose de nouveau, c'est peut-être mieux ainsi. Parfois, une vie tranquille se mérite à la dure. Ils restèrent assis un moment dans un silence complice avant que Cradock ne se lève. « Eh bien, dit-il, je dois retourner au poste. Il y a encore des formulaires à remplir. Il y en a toujours, même quand le vrai travail est fait. Bien sûr, dit Miss Marple. Mais n'oubliez pas de passer par le cimetière en chemin. La digitale est magnifique cette année. » Après son départ, Miss Marple retourna à sa chaise. Elle ne reprit pas son tricot. Au lieu de cela, elle regarda le jardin, le regard pensif. Elle se souvenait de tous les Lady Clara, Pritchard, posé et froid, recroquevillé sous le poids de sa seconde vie, des nains, dont la conscience avait émergé trop tard, et même Beryl, jeune et effrayé, mais loyal. Chacun avait fait des choix, certains par amour, d'autres par peur, d'autres par orgueil. Et tous avaient, à leur manière, tenté de protéger ce qui leur tenait à cœur. Des nains avaient tenté de dire la vérité. Peut-être trop tard, peut-être imparfaitement, mais il avait essayé. Lady Clara avait tenté de préserver l'illusion de la vertu, oubliant que les illusions peuvent devenir des prisons. Pritchard avait agi par peur, non par malveillance, mais la peur pouvait être tout aussi mortelle. Finalement, ce qui restait, ce ne furent pas les murmures du scandale, mais les souvenirs discrets, un gant jeté, une lettre cachée, un pot de jacinthe bleu cultivé au mauvais mois. La vérité, songea Miss Marple, a le don de fleurir même quand on ne la désire pas. Elle prit enfin son tricot, reprenant ses points avec une lente précision. Dehors, une brise agitait les fleurs et un merle chantait depuis le poteau de la clôture. L'horloge sonna 3 heures. Plus tard dans la soirée, Miss Marple assiste aux vêpres à Sainte-Foy. L'église était à moitié pleine, l'air intérieur était chaud, imprégné de cire de bougies et parfumé de lys. La voix du pasteur était posée, son sermon, cette fois, axé sur le pardon, le poids de la culpabilité inexprimée et le pouvoir rédempteur de la vérité. Miss Marple resta assise en silence pendant les cantiques, sa voix s'élevant doucement avec celle des autres. Et lorsque l'assemblée se dispersa, elle resta un instant de plus, s'asseyant sur le banc du fond où le docteur Denain avait autrefois somnolé. Elle regarda vers l'autel, les vitraux captant la dernière lumière du jour. « Je me demande vraiment, » murmura-t-elle, « ce qui pousse les gens à se détourner de la vérité. La peur, bien sûr, et la honte. Mais le plus souvent, c'est l'orgueil. Le besoin d'être considéré comme bon. » Elle se leva et se dirigea vers la porte, adressant un signe de tête poli au pasteur en sortant. Dehors, le village était baigné d'or, le soleil bat derrière les collines. Des enfants jouaient le long du chemin, leur rire résonnait dans la ruelle. Un chien aboya au loin, et une sonnette de vélo sonna 2 fois, une joyeuse ponctuation.
Le manoir était désormais silencieux, fermé pour un avenir prévisible. Lady Clara ne reviendra pas. Son grand jardin, autrefois taillé et soigné, avait commencé à pousser sauvagement sur les bords, comme soulagé d'être libéré de ses mains prudentes. Et dans le jardin de Miss Marple, les clématites avaient commencé à s'étendre sous l'arche, violettes et blanches, fleurissant comme il se doit, à leur rythme. Elle s'arrêta pour les observer avant d'entrer. Demain, elle préparait des gâteaux aux graines pour la fête de l'église. La femme du pasteur le lui avait demandé, et elle avait accepté. La vie, à sa manière, exigeait ces petits gestes de continuité. Mais ce soir, elle s'assoit près du feu, tricotant et réfléchissant. Quelque part dans le silence, le mystère s'était replié, comme une histoire terminée remise sur son étagère. Les pièces s'étaient assemblées. Le rideau était tombé. Et pour l'instant, la paix est revenue à Saint-Marimide. Du moins, jusqu'à ce que le prochain secret se murmure à travers les haies. Et quand cela se produirait, Miss Marple écoutait.